Bonjour tout le monde, je m'appelle Lou et je suis une nouveau tutrice de microbio. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous le premier cours de bactériaux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir 3 cours de bactériaux. Moi, je vais vous faire le 1 et le 3 et nous va vous faire le numéro 2. Et là, donc ce cours-là, donc structure, classification et identification, va être très important pour comprendre les deux derniers. Donc soyez le plus attentif possible. Je vais essayer d'expliquer au mieux et surtout vous accompagner pour vous donner un maximum de moyens mnémotechniques parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la bactério, c'est beaucoup de par cœur. Donc on va essayer de faciliter les choses au maximum. Je vous propose de commencer au plus vite. Donc on va parler de la constitution du monde bactérien en commençant tout simplement par l'apparition des bactéries. Alors les bactéries sont apparues il y a 3,5 milliards d'années, soit 1000 ans avant les hommes. Comme vous pouvez voir ici, on est apparu il y a 3,5 millions d'années. Aussi, on peut ajouter que les bactéries sont des organismes hautement adaptables, entre guillemets tout terrain, parce qu'effectivement, on en retrouve dans absolument tous les milieux, et on retrouve également des milliers d'espèces différentes. Aussi, ce qui vient rendre les bactéries si particulières, c'est leur plasticité, donc en fait leur adaptation du génome. Mais vous inquiétez pas, on y reviendra. Donc c'était une petite introduction sur les bactéries. Mais maintenant, on va voir un peu comment on va les classifier. Alors, c'est très simple, on va les classifier selon 3 types: saprophytes, commensales et pathogènes. Vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Je vais vous donner des petits moyens pour retenir. Donc tout d'abord, on va voir les bactéries saprophytes. Donc ces bactéries-là seront souvent retrouvées dans l'environnement, que ce soit l'air, la terre, l'eau, donc le sol. Et comment retenir? En fait, moi, je m'imaginais saprophyte en mode elle profite d'eux. Et donc en fait, elle profite de l'environnement. Donc moi, c'était mon petit moyen mnémotechnique. Vous faites comme vous le sentez. Ensuite, on va avoir les bactéries commensales. En fait, ça va représenter tout simplement toutes les bactéries qui vont se retrouver dans notre microbiote, notamment dans les intestins par exemple, donc qui sont en symbiose avec nous. Pour le retenir, je me disais, comment c'est sale? Comment on peut pas dire que c'est sale, une bactérie qui vit avec nous, donc comment sale? Voilà. Petit moyen mnémotechnique, c'est à prendre ou à laisser. Ensuite, on va avoir les bactéries pathogènes. Bon, je ne vais pas développer plus que ça, c'est celles qu'on connaît toutes, celles qui nous rendent notamment malades, qui peuvent nous infecter. Ce qui est important à comprendre cependant, c'est qu'il y a toujours de la communication et des échanges entre ces bactéries, de ces 3 types différents, qui va permettre en fait une adaptation, parce qu'on va avoir des échanges de gènes. Petit rappel à la plasticité du génome et l'autre capacité d'adaptation tout terrain des bactéries qu'on a vu dans le diapo juste avant. On va maintenant un peu plus détailler les bactéries commensales, bien entendu, parce que c'est celles qui vont se trouver dans notre microbiote. Donc elles vont être assez importantes, notamment dans les différentes pathologies des bactéries infectieuses. Donc on va en retrouver un certain nombre un peu partout chez nous, le nombre le plus important étant dans le côlon. 10 puissance 14 bactéries commensales. On en retrouve aussi dans la peau, 10 puissance 12. Et dans la bouche et le pharynx, 10 puissance 10. Ce qui est important, qu'est-ce qu'on note ici? C'est que ça fait de nous des êtres hybrides. Parce qu'effectivement, on a nos propres cellules, qui sont donc eucaryotes, qui possèdent un noyau. Mais également, on a un très grand nombre de bactéries qui sont prokaryotes. Donc nous sommes bel et bien des êtres hybrides. Donc pour continuer sur la flore commensale, on va voir qu'elle va avoir différents rôles, notamment un rôle d'immunité parce que ça vient tout simplement stimuler notre système immunitaire. Par la suite, on va avoir un rôle de barrière. Alors vous me direz, barrière comment ça? En fait, la présence de notre microbiote vient empêcher l'implantation d'autres bactéries qui seraient, elles, par exemple, pathogènes. Donc c'est assez intéressant. Enfin, on va avoir le rôle de digestion. Ça, je pense pas que je vous l'apprends. Tout simplement, par exemple, la microbiote qu'on retrouve dans les intestins va nous aider à digérer. Et petite note que vous voyez juste en bas, effectivement, on va avoir en fait une répercussion par rapport au prélèvement. On va s'y intéresser tout de suite. Alors, effectivement, on a 3 conséquences sur le prélèvement.
d'abord, on doit respecter une asepsie rigoureuse. Ça, je ne pense pas que je vous l'apprends, hein. Ça paraît logique à tout le monde. On va essayer de garder un site stérile, hein, surtout si c'est un site comme le liquide céphalo-réchilien, le LCR, les os et le sang qui sont vraiment stériles par nature. Enfin, on ne retrouve vraiment pas de bactéries dedans, contrairement par exemple aux intestins où on retrouve effectivement de la microbiote. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a un réservoir de gènes en fait dans les différentes bactéries, notamment des gènes de résistance, notamment si on retrouve des bactéries pathogènes mélangées dans notre microbiote, en fait, il va y avoir des échanges, notamment de gènes de résistance qui pourraient être présents dans les bactéries de notre microbiote. Et enfin, on va devoir réaliser une stratégie de sélection. Donc vous me direz de quoi elle parle. C'est très simple. Si vous avez une microbiote, on l'a vu par exemple dans les intestins, on a 10 puissance 14 bactéries, c'est énorme. On ne va pas forcément trouver le pathogène qui nous intéresse, enfin c'est très compliqué. Donc il va falloir faire une sélection stratégique pour retrouver les bactéries qui nous intéressent. Notamment, quand on vient étudier les selles, on va réaliser ce qu'on appelle une coproculture. Voilà, c'est juste à savoir, on ne va pas le détailler plus que ça. Maintenant, on va un peu parler structure des bactéries. Donc ça, c'est assez simple à comprendre et c'est important à comprendre pour la suite. Alors déjà, bactéries, c'est unicellulaire. Et le prof dit, mot pour mot, qu'il n'y a pas d'organites. Cependant, il nous dit juste après qu'il y a effectivement des ribosomes qui sont des organites. Donc, vous embêtez pas, vous comptez juste pas d'organites et vous comptez juste il y a un organite, le ribosome. Par contre, il n'y a pas des organites à ce moment-là. Ensuite, on va retrouver juste ici, la petite forme circulaire bleu marine, là, ce qu'on appelle un plasmide. Donc, tout simplement, c'est de l'ADN extra-chromosomique qui est sous forme circulaire, qui va jouer un rôle après et qu'on va détailler. On retrouve également la paroi cellulaire qui contient elle-même la membrane plasmique. La membrane plasmique est plus une barrière perméable sélective en fait qui permet de la nutrition et le métabolisme, alors que la paroi dans son entièreté va permettre en fait de donner la forme à la bactérie, forme qui nous intéressera par la suite, et va pouvoir permettre à la bactérie de résister à de fortes pressions osmotiques. Alors, on y revient, les différentes formes de la paroi. On va ici observer principalement deux types de formes, soit des bactéries en cocci, c'est des petits ronds en fait, soit des formes en bacilles. Donc là, c'est ce qu'on retrouve ici, là, qui est beaucoup plus allongé. Donc ça, c'est important, c'est vraiment, il va y avoir des questions, mais plus, c'est au léger, ça tombe à l'examen. Et même moi, je vous en ferai des QCM comme ça. On va vous demander, par exemple, on va montrer une image de prélèvement où vous écrire on observe, par exemple, des coccis en amas, qu'est-ce que ça peut être? Voilà. Donc, voici les différentes formes, mais également les différentes présentations. Donc là, on a cocci en amas, comme vous pouvez le voir. On a cocci en diplocoque. Cocci en diplocoque, ça veut juste dire deux formes rondes à côté, comme ça. C'est deux copines, en fait. Ensuite, on a les cocci en chaînette. Bon, vous voyez avec les schémas, hein, ça va de soi. Hein, les mots sont clairs. Bacille, donc c'est plus une forme allongée. Et on a aussi spiralé. Bon, ça, vraiment, on va pas en reparler du tout par la suite dans le cours, que ce soit dans ce cours ou dans les deux autres. Sachez-le, mais vraiment, c'est pas le plus important. Alors, en fait, comment on va pouvoir observer ces différentes formes? On va faire ça au laboratoire grâce à un microscope optique. Et en fait, ces différentes formes vont pouvoir nous orienter, je répète, vont pouvoir nous orienter vers un type de bactérie et non pas identifier. Vraiment, j'insiste sur ce mot, sur le mot orienter, parce qu'on ne peut pas avoir de certitude. En fait, là, on se base uniquement sur le phénotype de notre bactérie, c'est-à-dire à quoi elle ressemble. Donc là, on parle de forme. On ne peut pas identifier avec certitude notre bactérie. Donc vraiment, ici, quand on s'intéresse à la forme, on parle vraiment d'orientation. Ça tombe dans les QCM, hein, vraiment. Donc, on va voir deux façons de s'infecter. La première, c'est par notre propre microbiote. Donc, c'est des bactéries qui font partie de notre microbiote, qui sont physiologiques, qui vont en fait migrer et se retrouver dans les endroits où elles ne devraient pas être. On va notamment avoir deux exemples.
Escherichia coli. Je pense que vous connaissez cette bactérie, on l'a vue normalement au lycée. Donc Escherichia coli qui en fait partie de notre microbiote intestinal et qui va passer en fait au niveau de la vessie pour provoquer une cystite. Et on retrouve notamment ce genre de problème chez les femmes. Ensuite, on va également avoir le cas du Staphylococcus aureus, ou Staphylocoque doré, c'est la même chose, qu'on va retrouver dans 20% de la population. 20%, c'est quand même pas négligeable. On va retrouver dans 20% de la population au niveau du rhinopharynx. Donc là, imaginons, exemple donné par le prof un peu dégueu, si vous avez une plaie donc au niveau de la main et que vous vous grattez le nez, en fait, ces Staphylococcus aureus pourraient arriver au niveau de la plaie et infecter la plaie. Donc là, ce sont des types d'infections par notre propre microbiote. Mais du coup, notre deuxième cas de figure, c'est avec l'environnement. Bon, ça vous paraît logique, que ce soit dans l'eau, les aliments, les aérosols. Donc les aérosols, c'est des particules dans l'air. Des inoculations cutanées, muqueuses directes, salive, sécrétions sexuelles, etc., etc. Ensuite, donc maintenant on a vu les deux types, entre guillemets, les deux façons de s'infecter. Maintenant, on va avoir deux mécanismes différents. Alors, une bactérie peut être suppurative et ou toxinique. Parce qu'effectivement, elle peut aussi être les deux, comme c'est le cas du Staphylococcus aureus. Donc, la première façon d'infecter, donc suppurative, c'est lorsque la bactérie va être au contact de l'épithélium, de notre peau, par exemple, et va migrer à travers cet épithélium pour ensuite passer dans le tissu, envahir le sang et être la cause de l'infection. Voilà, jusqu'à là, c'est plutôt classique. On nous donne donc l'exemple du Staphylococcus aureus, mais qui peut également être toxinique. On en reparlera juste après, ne vous inquiétez pas. Le Staphylococcus aureus qui lui donne des furoncles. Sympa. Ensuite, notre deuxième mécanisme, c'est un mécanisme toxinique où la bactérie va adhérer en fait à l'épithélium et ne va pas le traverser et en fait va libérer des toxines qui vont être la cause de l'infection et non pas la bactérie en elle-même. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Dans tous les cas, juste après, je vous montre un petit schéma que je vous ai fait. Et pour l'exemple d'une bactérie, un mécanisme d'infection toxinique, on va vous donner comme exemple le Clostridium tetani qui donne le tétanos. Donc lui, c'est important. C'est bon de le savoir comme exemple, mais c'est pas une bactérie auquel on reparlera, que ce soit dans ce cours ou dans les autres. Donc juste sachez-le, mais concentrez-vous vraiment plutôt sur le Staphylococcus aureus. Ok, donc là, voilà, c'est le petit schéma, vous voyez bien. Bon, là, je vous ai ajouté que, effectivement, certaines bactéries peuvent faire les deux, toxiniques et suppuratives, comme le Staphylococcus aureus. Alors, je le répète, comme ça rentre. Et effectivement, ici, vous avez donc le mécanisme suppuratif. Les bactéries traversent l'épithélium, les tissus arrivent dans le sang, causent l'infection. Pour ici, le mécanisme toxinique, les bactéries adhèrent à l'épithélium, traversent pas justement, mais font des toxines qui, elles, vont traverser et vont arriver dans le sang pour causer l'infection. Bon, ce qui est très important quand on veut identifier une bactérie, c'est qu'il faut faire un bon prélèvement. Ça paraît logique, vous me direz, effectivement, mais ça peut souvent être un peu coriace. Ensuite, deuxième chose très importante, on respecte absolument la synectique de démarche diagnostique, c'est-à-dire l'ordre des étapes à réaliser pour obtenir notre identification, donc notre diagnostic, savoir quelle bactérie est responsable de l'infection et comment la traiter. Donc, en fait, cette cinétique va se passer en 3 étapes, J0, J1 et J2. Je vais prendre chaque jour un par un et vous les expliquer. Et à la fin, je vais vous donner un schéma récap des 3 jours qui va être assez bien synthétisé, sur lequel je pense que vous pourriez vous baser pour apprendre la cinétique de démarche diagnostique. Alors, déjà, première question, qu'est-ce que c'est qu'un bon prélèvement ? Bon, déjà au site de l'infection, ça paraît logique. Ce serait bête de prendre un prélèvement au niveau intestinal si c'était une infection des voies aériennes supérieures. On s'entend bien. Ensuite, il faut savoir que notre prélèvement se fera avant antibiothérapie. Mais là, c'est là que vous retenez cette grande
et super importante exception, sauf en cas de méningite. Franchement, on vous le répétera jamais assez. C'est super important. Dès que vous avez une suspicion de méningite, ok, donc c'est une infection des méninges, donc au niveau du cerveau. Dès que vous avez une suspicion de méningite, il faut absolument donner un antibio. Voilà, on le traite avant, dans tous les cas. On n'attend pas 3 jours que le patient y classe pour lui balancer les antibiotiques, quoi. En gros, c'est ça. Donc ça, plus, à savoir, super important. Ensuite, on va essayer de rester dans des conditions d'asepsie, évidemment. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va éviter la contamination. Donc aussi, on ne vient pas confondre infection et contamination. La contamination, c'est quand on fait un mauvais prélèvement, c'est différent. Aussi, si on veut différencier infection et contamination, il faut savoir que lors de l'infection, on retrouvera plus de bactéries que lors de la contamination. Mais ça, c'est une parenthèse. Ensuite, on va respecter les règles de transport. Bon, ça, le prof ne le développe pas vraiment, mais c'est du bon sens. On se doute bien qu'il y a des règles de transport parce qu'on va avoir un prélèvement qui contiendra en fait des êtres vivants, quoi, des bactéries, des cellules éventuellement. Donc, on respecte ces règles. Bon, on commence à J0. Notre prélèvement est fait dans des bonnes conditions et on va vouloir faire notre examen direct. Alors, l'examen direct, c'est quand on va venir observer au microscope. Sauf que, pour faire ça, avant de pouvoir faire ça, il faut réaliser ce qu'on appelle une coloration Gram. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une coloration qui va nous permettre de différencier 2 types de bactéries. Ce qu'on appelle les Gram- et les Gram+. Après ça, on va avoir ce qu'on appelle l'orientation. La coloration, en fait, nous permet l'orientation. Et qu'est-ce qui nous donne l'orientation ? Déjà, notre coloration, comme on vient de le dire, notre type de bactérie, la forme, comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce que c'est cocci, est-ce que c'est bacille ? Le regroupement, est-ce que c'est en amas, est-ce que c'est en chaînette, est-ce que c'est en diplocoque ? Et donc, pour obtenir tout ça, on doit passer par la coloration Gram. Donc, on a ici 5 étapes. Et moi, j'aimerais vraiment que vous vous concentriez sur les 3 dernières. Bon, on commence par faire un frottis du prélèvement. Et on va le fixer à l'alcool ou à la chaleur. Voilà, ça c'est un détail, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est pendant l'étape 3, parce qu'on va utiliser un colorant qui s'appelle le violet de gentiane, qui va colorer toutes les bactéries. Toutes les bactéries. On va aussi le fixer avec du Lugol, mais ça, c'est pas le plus important. 4e étape, on vient faire une décoloration à l'alcool. Or, l'alcool dissout les graisses. Et il se trouve que les bactéries Gram- sont très riches en graisse. Donc, on va dissoudre énormément les graisses des Gram-, ce qui va leur faire perdre en fait leur coloration violette. Donc, on se retrouve avec les Gram+ violets, colorés en violet, et les Gram- pas colorés. Et c'est là qu'à l'étape 5, on utilise un autre colorant, donc la fuchsine, qui est rose, qui va venir colorer les bactéries pas encore colorées, c'est-à-dire les Gram-. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand on sort de notre 5e étape, on va avoir les Gram+ en violet et les Gram- en rose. Ça, c'est super important de ne pas confondre les 2 couleurs parce qu'on pourra vous le demander. Voilà, c'est essentiel en QCM. On observe généralement au grossissement x100 microscope optique les bactéries et d'autres colorations sont possibles. Ça, c'est du détail, mais le MGG notamment qui permet de caractériser les cellules. Mais on va utiliser préférentiellement la coloration Gram. Donc là, je vous ai fait un petit schéma sur la structure un peu de notre paroisse de la bactérie, où on va retrouver ici, pour notre Gram+, un peptidoglycane très épais, qu'on retrouve ici en vert. On va retrouver des acides lipotéicoïques qui vont en fait relier le peptidoglycane à la membrane plasmique. On va avoir les acides téicoïques, lipotéicoïques, lipides, qui rappellent la membrane plasmique. Pour ça, on ne confond pas, c'est dans le nom. Et ces 2 acides vont représenter 50% du poids de la paroi. Voilà, c'est à savoir. C'est pas le plus important, mais il faut le savoir.
Ensuite, les grammes moins, on voit tout de suite ici le peptidoglycane qui est beaucoup plus fin, mais on retrouve effectivement beaucoup de graisse, comme vous pouvez le voir. On a une membrane externe et la membrane plasmique. On retrouve ce qu'on appelle des lipopolysaccharides qui sont composés de lipides A, c'est pour ça qu'on dit lipopolysaccharides, et des polysaccharides qui sont aussi appelés corps, c'est la même chose, qui ont un rôle dans le choc septique, qui est une défaillance circulatoire aiguë. Ensuite, on va observer ici une pourine, voilà, ça vous l'apprendrez tranquillement, lipoprotéines de Brown qui font le lien du coup entre notre peptidoglycane et notre membrane externe. Voilà, donc il y a une partie lipidique et une partie protéique comme c'est dit dans le nom. On passe enfin à J1. Donc il faut savoir qu'à J0 forcément on a mis nos bactéries en culture. Pourquoi ? Parce que là on va vouloir faire une analyse de la culture, une identification avec un appareil qui s'appelle le spectromètre de masse appelé MALDI-TOF. En fait, cette spectrométrie va avoir besoin d'un certain nombre de bactéries pour être réalisable. Il faut minimum 10 puissance 5 bactéries. Or, on n'a pas 10 puissance 5 bactéries d'un coup dans un prélèvement, c'est pas possible. Donc c'est pour ça pendant un jour, on va cultiver en fait les bactéries pour réaliser une spectrométrie de masse. Donc qu'est-ce que c'est concrètement la spectrométrie de masse, parce que ce serait bien de savoir. C'est en fait un transfert d'énergie laser qui va charger les protéines de la bactérie et va provoquer une migration de ces protéines selon leur masse mais aussi leur charge. Ça vous l'avez normalement en génétique un petit peu, donc je pense que ça vous paraît un peu familier. Donc qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient ensuite un spectre protéique, un peu comme là je vous ai fait un petit schéma vite fait. Ça ressemble un peu à ça, c'est un spectre qu'on va comparer en fait à une banque de données, une très grande banque de données qu'on a, qui va répertorier en fait les spectres de toutes les bactéries, ce qui nous permet de faire la comparaison. Donc ce qui est positif, c'est que c'est assez rapide à faire, une fois qu'on a nos bactéries en culture pendant 24 heures. Mais voilà, acheter le MALDI-TOF, ça revient un peu cher, donc ça c'est le point négatif à savoir. Ensuite, on va pouvoir faire notre lecture d'antibiogramme à J2. Là, on passe à J2. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a notre spectre, qu'on a donc notre bactérie, notre culture sur gélose, on va vouloir savoir quelles sont les résistances, quels antibiotiques seront efficaces. Donc, on aura préparé sur notre gélose, on aura mis différents antibiotiques et on va regarder si on retrouve un diamètre d'inhibition qui nous montrera que tel ou tel antibiotique est efficace ou ne l'est pas. Donc, on va lire en fait cet antibiogramme. Mais à J2 aussi, on retrouve 2 exceptions. Parce qu'en fait, le MALDI-TOF va pas toujours pouvoir identifier la bactérie. Et on a notamment 2 exemples que voici. Escherichia coli et Shigella sp. Donc, elles, il faut se dire, en fait, elles sont besties. Vous voyez, elles sont copines. Elles sont toujours à 2. Donc, elles ont presque le même ADN. Sauf quelques toxines qui sont différentes et des pathologies qui ne seront pas forcément similaires. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en fait finalement ? Parce que c'est problématique. On va réaliser ce qu'on appelle une galerie d'identification phénotypique. Donc en fait, on va mettre en contact simplement la culture avec plusieurs substrats différents. C'est pas plus développé que ça dans le cours, mais ça, c'est comme des petits tubes en fait. On va mettre un petit peu de la culture dedans. Il va y avoir des réactions, on va observer des couleurs différentes, ce qui va nous permettre d'identifier si c'est Escherichia coli ou bien Shigella. Ensuite, deuxième exemple, c'est le Streptocoque pneumoniae et le Streptocoque Oralis mitis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Oralis mitis est peu pathogène, va plutôt infecter les voies aériennes supérieures. Donc, on veut savoir quand même parce que c'est pas le même retentissement pathologique. Ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va mettre sur gélose notre bactérie qu'on cherche à identifier. Donc, on ne sait pas si c'est Pneumoniae ou Oralis mitis. On va poser ce qu'on appelle un disque d'optochine. Je vous ai fait un petit schéma juste après, qui va en fait créer un diamètre d'inhibition autour de lui, sur gélose, si on retrouve un Streptocoque pneumoniae.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez bien le Streptococcus pneumoniae avec un diamètre d'inhibition autour. On voit qu'il n'y a pas de bactéries en vert. Alors qu'ici, quand c'est Streptococcus aureus metis, on voit qu'il est insensible à l'optochine et qu'on a de la croissance de bactéries tout autour. Voilà. Voilà, ça c'est mon petit récap. J0, on fait notre prélèvement, coloration gramme, notre examen direct. On va obtenir une orientation, s'il vous plaît, une orientation, super important. On va faire une mise en culture pour observer ensuite le lendemain, déjà réaliser notre spectrométrie de masse Maditov, faire notre identification et préparer l'antibiogramme. Donc si l'identification fonctionne, c'est super, on prépare notre antibiogramme et on va pouvoir faire notre lecture d'antibiogramme le lendemain. Sauf si cette identification n'est pas possible, J2, on fait une identification phénotypique, on va observer le phénotype, voilà. On a nos deux exemples, Escherichia coli, Shigella ou Streptococcus pneumoniae oralis metis. Voilà, donc ça c'est nos deux exemples qui sont un peu des exceptions. Maintenant on va reconnaître les différentes espèces de bactéries. Alors ça c'est du par cœur, mais sachez qu'il y a des moyens mnémotechniques qui vont pas mal vous aider pour bien retenir, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très fun à apprendre par cœur ça. Donc là vous voyez, on va avoir des petits ronds qui vont être vraiment en amas. Et on observe bien ici une bactérie Gram+. Pourquoi Gram+? Parce qu'elle est violette. Ça, on avait dit Gram+ violet, Gram- rose. Donc là, on avait bien dit que les formes rondes, on avait deux types de formes, soit rondes, soit allongées. Là, c'est rond, donc c'est des cocci. Okay, là, ils sont tous en tas, donc on dit des cocci Gram+ en amas. On va observer, on va s'intéresser en première année à deux cocci-Gram+ en amas, soit des Staphylococcus aureus, ou autrement dit Staphylococcus doré, c'est le même nom, ou soit des Staphylococcus epidermis, ou Staphylococcus blanc, c'est la même chose. Donc vous allez me dire comment on sait si c'est des staphylocoques, des streptocoques, comment on retient? Il y a un petit moyen mémotechnique très simple. En fait, moi, staphylocoque, ça me fait penser à un tas. Staphylocoque, tas. Vous voyez, un tas. Et vu qu'ici, on a des cocci-Gram+ en amas, je me dis, ils forment des petits tas. Donc, vous faites le rapprochement si vous voulez. Je trouve ça plutôt pas mal pour apprendre. Donc, pour ce qui est de notre Staphylococcus aureus, habituez-vous plutôt à utiliser aureus que doré parce que je pense que c'est plus utilisé quand même. Donc, Staphylococcus aureus, bon, tout comme le Staphylococcus epidermis, les deux sont ubiquitaires. On les retrouve surtout quand même dans les muqueuses. Ubiquitaires, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'ils sont partout. Voilà, on peut les retrouver partout. Donc, le Staphylococcus aureus, je ne sais pas si vous en souvenez. Voilà, ça remonte à pas très longtemps, mais on avait dit qu'il était à la fois suppuratif, parce qu'il faisait des furoncles, mais aussi toxinique. Voilà, il y a deux mécanismes d'infection. Ensuite, les Staphylococcus epidermis, donc blancs, eux font des rares infections et sur matériaux uniquement. Voilà, ça à savoir. Ensuite, deuxième cas de figure, on va avoir des coccigrammes, parce que vous voyez que c'est bien des formes rondes, Gram+, parce qu'elles sont violettes, et en chaînette. Bon, ça paraît logique, c'est une forme de chaîne, il n'y a pas de problème. Comment savoir? Parce que là, on nous parle de streptocoque. Tout à l'heure, on parlait de staphylocoque, on avait des tas. Là, on parle de streptocoque. Alors, petit moyen mnémotechnique pour retenir. Vous voyez, streptocoque, ça pense un peu à striptease, vous voyez. Or, quand on fait un striptease, on enlève tout. Sauf, on garde ses bijoux, en fait. Donc, on a encore ses colliers, on a encore ses chaînes. Donc, quand vous voyez streptocoque, automatiquement, vous savez que c'est en chaînette. Et les striptease, c'est cool. Striptease, c'est génial, donc c'est positif. Donc, vous vous dites streptocoque, chaînette et Gram+. Obligé. Voilà. Donc, un streptocoque, dans le cours, en tout cas, sera toujours cocci-Gram+ en chaînette. Voilà. Pensez au striptease. Donc, on va en voir trois, des streptocoques. Streptocoque pyogène, Streptocoque agalactiae et Streptocoque SPP. Donc pour le premier, le pyogène, donc aussi vous allez voir qu'ils vont tous avoir un autre nom que j'ai mis en bleu. C'est pas ça qu'on va utiliser le plus, mais bon, si vous pouvez l'apprendre, c'est mieux. De toute façon, si vous pouvez tout apprendre par cœur, c'est l'idéal.
Mais bon, il faut prioriser un peu l'apprentissage. Apprenez d'abord le nom écrit en vert. On va retrouver donc le streptocoque pyogène au niveau du pharynx. Il peut faire des angines, des complications d'injection cutanée. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de notre streptocoque agalactiae, en fait, ça se trouve surtout au niveau des muqueuses digestives et génitales. Et ça peut faire des infections materno-fœtales et des endocardites. Alors, comment retenir ça ? En fait, moi, je me disais... En fait, agalactiae, ça me faisait un peu penser à galaxie. Agalactiae, galaxie. Et quand on s'imagine la galaxie, c'est quelque chose quand même qui est très grand. Et moi, ce que je me disais, voyez, une femme enceinte, quand elle est vraiment au 9e mois, elle a un énorme ventre, donc c'est gros aussi. Et c'est pour ça que je me disais, agalactiae, c'est des infections materno-fœtales. Et quand une femme est enceinte, ça vient généralement toucher la sphère génitale, parfois aussi digestive, hein, vu que c'est, on va dire, dans l'abdomen. Donc c'est comme ça que je retenais. Voilà. Ensuite, streptocoque SPP, rares infections. Bon, quand on vous dit rare infection, vous doutez que c'est pas les bactéries qu'on va vous demander le plus à réciter, quoi. C'est pas elles qui vont faire le plus de problèmes. Bon, apprenez quand même, mais vraiment, moi, je vous concentrerai plutôt sur Pyogène et Agalactiae. Ensuite, donc là, facile, on voit quoi ? On voit des ronds, donc on sait que c'est cocci. On voit que c'est quelle couleur ? C'est violet, donc c'est forcément gramme plus, parce qu'on a dit que gramme moins, c'était rose. Ensuite, comment ils sont disposés ? On voit qu'ils sont entre copains, genre c'est des besties, vous voyez ? Donc, c'est forcément un diplocoque. Il y a un autre nom pour diplocoque, on peut dire courte chaînette. Là, ça paraît logique, parce que, vous voyez, c'est un début de chaîne. Comment retenir que les coccigrammes plus diplocoques courte chaînette sont des streptocoques pneumoniae ? En fait, vous voyez, quand vous mettez en diplocoque, vous voyez, vous faites comme ça, on dirait un peu des roues de vélo. Et en fait, accrochez-vous, le vélo, ça a des pneus, donc pneumoniae. Et le vélo, c'est cool, parce qu'on fait du sport, on se dépense. Donc, gramme plus. C'est positif plus, vous voyez ? Je sais pas si c'est très clair. Revenez en arrière si vous n'avez pas compris. Bref, tout ça pour dire que on est sur du streptocoque pneumoniae quand c'est gramme plus et quand c'est coccidiplocoque courte chaînette. Voilà, pensez aux pneus. Donc, pneumoniae, c'est dit dans le nom, vous vous en doutez, c'est plutôt autour des poumons, donc la sphère aérienne, respiratoire. Donc, c'est les voies respiratoires, on peut avoir des otites chez les enfants, des pneumonies et des méningites. Ensuite, on passe enfin sur du gramme moins. Donc ici, on va avoir des coccigrammes moins, donc vraiment parce que c'est rose, cocci, forme ronde, diplocoque, vous le voyez, hein, courte chaînette, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va les appeler diplocoques en grains de café. Voilà, c'est une façon de dire les choses. Comment ensuite retenir ? Parce que ici, vous voyez que chaque bactérie commence par Neisseria. En fait, déjà, il faut se dire grain de café. Quand est-ce qu'on boit du café ? Quand on va à la BU, quand on travaille, on a une longue journée, on est fatigué. Donc c'est nul déjà. Enfin, quand on boit du café, c'est que c'est une journée de merde. Donc, gramme moins. Vous voyez, c'est moins, c'est négatif. Ça nous fait chier. Ensuite, vous pensez au café. C'est quoi une des marques de café les plus connues ? C'est Nespresso. Nespresso, Neisseria. Vous voyez, il y a un truc. Voilà. Bon, à prendre ou à laisser. En tout cas, vous vous en souviendrez toujours que quand c'est en grain de café, ce sera gramme moins à courte chaînette, diplocoque et cocci. Donc, on va avoir Neisseria meningitidis, aussi appelé méningocoque, qu'on va retrouver au niveau du pharynx. Et il faut savoir qu'on le retrouve chez 5% de la population au niveau du pharynx. Ce qui est énorme, quand même pas négligeable, sachant que ça peut créer des méningites. On se rappelle, méningite qui est une urgence, on n'attend pas les résultats de l'antibiogramme pour balancer les antibiotiques. Hein. Super important. Donc ça va provoquer des méningites et méningo-encéphalites. Ensuite, Neisseria gonorrhoeae, je ne le répéterai pas. Ce sera des gonocoques, ce sera très simple, hein, c'est pareil. Vous voyez qu'il y a le mot, ça ressemble au mot gonade.
Moi, ça me faisait penser à ça en tout cas. Et je le mettais en lien avec le fait que donc, on a bien des IST qui sont provoqués par les gonocoques et des urétrites. Donc on a fait un peu la sphère génitale, pas loin des gonades finalement. Et son lieu, on va dire, son habitat, ça va être pharynx, mais également muqueuse génitale. Et enfin, les derniers, Neisseria, ils sont pas pathogènes, quoi. On s'en fout. Enfin, je vous dis, on s'en fout, apprenez tout ce que vous pouvez apprendre, mais vraiment, si vous en aviez que 2 à apprendre, là, ce serait vraiment méningocoque et gonocoque, encore une fois, parce que quand c'est pas pathogène, bah, on n'a pas à le soigner, quoi. Mais il faut savoir. Apprenez quand même. Ensuite, enfin des bacilles, parce qu'on a vu que des coccyes, là, pendant tout le long. On voit enfin des bacilles avec une forme beaucoup plus allongée. Et les bacilles seront toujours grammes moins dans ce cours. Voilà. Je sais pas s'il en existe des grammes plus des bacilles, honnêtement, je pense pas. Mais sachez que en première année, si vous voyez un bacille, il sera automatiquement gramme moins, direct. Donc, les bacilles gramme moins font tous partie de la famille des entérobactéries. Les entérobactéries, c'est des bactéries qu'on retrouve dans notre microbiote, voilà, dans l'intestin. Donc ils sont là physiologiquement, on va dire. Voilà, ils ne sont pas pathogènes normalement s'ils se retrouvent bien dans les intestins. Bon, là, il va y avoir pas mal de noms différents à retenir. Certains sont plus importants à retenir que d'autres. Sachez que si dans un QCM, il y a un nom de bactérie que vous ne reconnaissez pas, partez du principe que c'est une entérobactérie. Parce qu'on va pas vous sortir un nom d'une bactérie inconnue au bataillon, enfin ça n'aurait pas d'intérêt, on va vous ressortir celles qui sont dans le cours. Donc vous pourrez partir de ce principe-là. Aussi, les entérobactéries, il faudra bien les connaître pour le cours de bactériaux que vous verrez avec Enzo. C'est assez important, notamment lorsqu'on va vous allez étudier la résistance des différentes entérobactéries. Ok, donc on a Escherichia coli qu'on a déjà vu avec Shigella, sa bestie. On a Citrobacter, Klebsiella, important à retenir. On a Enterobacter, Proteus, Serratia, Salmonella. Aussi, autre chose à bien savoir, parce que le prof aime bien ce petit piège, c'est que l'autre nom de l'Escherichia coli, c'est colibacille. Je répète, colibacille. Attention aux mots inventés. C'est tout ce que je dirais. Petit indice pour des futurs QCM. Colibacille. Ensuite, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entérobactéries peuvent vraiment faire des infections de tout genre. Donc, si vous voulez apprendre la liste, apprenez-la. Ou sinon, ayez une idée générale que vraiment ça peut toucher à pas mal de choses différentes. Par exemple, infection digestive, urinaire, biliaire, méningée, pulmonaire, néonatale. Ça peut provoquer des fièvres typhoïdes et des entéries, qui est une inflammation en fait, des intestins. Voilà, on s'en fout un peu. Maintenant, on va repasser un peu sur la structure de notre bactérie. On va reparler du peptidoglycane, qui a d'ailleurs deux autres noms, aussi murine et mucopeptide. On utilisera principalement peptidoglycane. Mais c'est pas dit que pour vous déstabiliser, je vous mette pas un autre nom dans les QCM, pour les examens blancs. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ? En fait, c'est une répétition, donc un polymère. Donc, un polymère, c'est un enchaînement de chaînes linéaires de sucres et d'acides aminés suivantes. Voilà, soit N-acétylglucosamine, soit N-acétylmuramique. Donc, ces chaînes vont se répéter dans le peptidoglycane. Ensuite, quand on prend notre N-acétylmuramique, en bleu marine, là, chaque N-acétylmuramique va être relié à ce qu'on appelle un tétrapeptide, qui est une courte chaîne peptidique. Voilà, donc vous avez votre N-acétylmuramique et en dessous, votre tétrapeptide. Et en fait, ces tétrapeptides vont être eux-mêmes, suivez-moi bien, après je vous montre le schéma, ça va être très clair, eux-mêmes reliés entre eux par des pentaglycines. Voilà, je vous montre le schéma. Hop. Donc, on a ici notre enchaînement de N-acétylglucosamine et ici de N-acétylmuramique. Vous voyez que les N-acétylmuramiques sont effectivement reliés à des tétrapeptides ici en rose et que ces tétrapeptides eux-mêmes sont reliés entre eux par des pentaglycines. Je vous remets donc la diapositive d'avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces pentaglycines sont créés entre la D-alanine et la L-lysine des tétrapeptides par transpeptidation. Honnêtement,
Je vais pas vous dire qu'on s'en fout, mais c'est vraiment pas le détail le plus important à savoir. Si vous avez la structure déjà claire dans vos têtes, c'est bien. Mais je pense pas que le prof va venir chipoter sur des détails comme ça. Après, évidemment, je me répète, mais apprenez tout ce que vous pouvez, mais hiérarchisez quand même les informations. Voilà. Donc, finalement, voilà, le rôle des pentaglycines, c'est de faire le lien entre les chaînes de N-acétylmuramique grâce au tétrapeptide. Aussi, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que certains antibiotiques vont prendre pour cible le peptidoglycane. On va en voir 3 qui s'intéressent au peptidoglycane. C'est les bêta-lactamines, donc je vous les ai mises là en rouge et je vous les ai remises après. Les bêta-lactamines, les phosphomycines et les glycopeptides. Donc juste ici, phosphomycine qui va venir agir sur les précurseurs glycopeptides qui vont bloquer l'élongation de notre peptidoglycane, et les bêta-lactamines qu'on va largement développer en bactério 3, vous inquiétez pas, qui vient inhiber des enzymes de synthèse que je vous ai écrites en vert ici, qui sont en fait la transglycosylase, la transpeptidase et la carboxypeptidase, qui vont en fait venir synthétiser notre peptidoglycane. Si je repasse sur notre schéma, vous allez voir, on a ici nos 3 familles d'antibiotiques qui vont inhiber, là je vous ai fait le petit moins, qui inhibent nos 3 enzymes qui elles-mêmes permettent la synthèse de notre peptidoglycane. Ok, maintenant on passe un peu plus sur la génétique, on va dire, parce qu'on va voir la composition de l'ARN ribosomique. Donc rappelez-vous, on avait bien parlé des ribosomes, donc les organettes présents dans nos bactéries. Donc eux, leur rôle c'est quoi? C'est de synthétiser des protéines tout simplement. Mais ça, vous l'avez vu normalement en biomol. Ça devrait être encore un peu frais, j'espère. On va réaliser une petite expérience pour comprendre. On va prendre notre ribosome, on va le chauffer. Et en fait, il va se passer quelque chose. C'est que, vous voyez, notre ribosome, il a un peu une forme comme ça de 2 boules. Vous voyez? Et en fait, il a un taux de sédimentation de 70 S. S, ça veut dire quoi? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors, S, ça veut dire Svedberg. Et en fait, c'est une unité de mesure du coefficient de sédimentation. Donc, notre ribosome en entier a un taux de sédimentation de 70 S. On le chauffe, et avec la chaleur, en fait, il va se diviser en 2 pour donner 2 sous-unités, 50 S et 30 S. Puis on continue de chauffer, et ces sous-unités vont se diviser à leur tour pour donner les sous-unités 23S, 16S et 5S. Puis là, vous allez me dire, non mais qu'est-ce qu'elle raconte, Lou 50S et 30S, 50 plus 30, ça fait pas du tout 70. Oui, mais en fait, c'est pas du tout la même logique. Faut pas s'imaginer ça comme des maths, en fait. C'est vraiment, faut pas chercher à comprendre. C'est vraiment juste un coefficient de sédimentation, et vraiment, ne cherchez pas plus loin. Donc finalement, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'on a 3 brins d'ARN ribosomique qui composent notre ribosome, donc le 23S, 16S et 5S. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, etc. On y vient, ne vous inquiétez pas. Je vous ai d'abord mis un petit schéma de notre ribosome bactérien qui a cette forme-là, vous vous en souvenez normalement, en biomol, et qui va donc être divisé en 30S, 50S, puis divisé en 16S, 23S et 5S. Voilà. Alors, notre sous-unité 16S, pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça même? Alors, notre ARN ribosomal 16S est un peu spécial parce qu'en fait, il va permettre de retracer les liens de parenté chez les bactéries. Donc, nous, on va, par exemple, notre ribosome, ça va pas être le 16S, mais le 18S chez l'homme. Mais bon, ça, c'est un détail, vous le reverrez avec votre fiche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le 16S est composé de différents types de séquences d'ARN. On a des séquences conservées, des séquences variables et des séquences hypervariables. Celles qui nous intéressent vont être les séquences conservées, parce qu'elles permettent d'hybrider et d'amplifier des gènes de n'importe quelle bactérie. Pourquoi? Parce que ces séquences conservées, on les retrouve vraiment de partout. Ça veut dire qu'on connaît l'enchaînement des nucléotides et on peut créer des amorces qui vont nous permettre de reproduire, d'amplifier un nombre de gènes infini, en fait. Donc en fait, on va avoir des amorces qui seront universelles. C'est-à-dire, on a notre amorce, on va pouvoir l'utiliser pour chaque bactérie, ce qui est quand même très très arrangeant. Alors,
comment on va faire? On va avoir des petites amorces, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc il faut savoir que la banque d'ARN 16S est la plus grande banque de séquences communes. Et notamment, cette capacité d'utiliser des amorces universelles va nous permettre de repérer les ribosomes dans une bactérie grâce à une technique d'hybridation in situ. On va pouvoir donc localiser nos bactéries, peu importe quelle soit la bactérie en fait, c'est ça qui est incroyable. Et on comprend donc l'importance de ces amorces. Aussi, qu'est-ce que ça nous a permis, cet ARN ribosomal? Tout simplement d'établir l'arbre phylogénétique des bactéries. Donc phylogénétique, si on va étudier les liens de parenté, c'est ça en gros que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'on a pu séparer, ça vous le voyez normalement aussi dans un cours, il me semble, de biocell, les eubactéries, c'est-à-dire les bactéries pathogènes comme on les voit dans ce cours, des eucaryotes et des archées. Alors, donc, on va parfois réaliser un séquençage en fait de la bactérie grâce à notre ARN 16S ribosomal. Et c'est ce qu'on appelle une identification moléculaire. Alors, cette identification moléculaire, on ne va pas la faire à tout bout de champ. Vous vous doutez que c'est un peu long, compliqué, ça coûte de l'argent. On ne va pas, à chaque fois qu'un patient se présente, faire un séquençage entier de la bactérie, c'est pas possible. Donc, on va se demander comment on la réalise et dans quelles circonstances. Donc, d'abord, on amplifie notre petit ARN ribosomal et on réalise un séquençage qu'on vient ensuite comparer à notre base de données pour en fait analyser notre bactérie. Alors, quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on fait une identification moléculaire? Donc on a deux cas de figure. Premier cas de figure, on a une colonie isolée. Donc on a fait notre mise notre mise en culture, sauf qu'on n'a pas de résultat avec le spectromètre, le Malditoff. La bactérie n'est pas reconnue. Du coup, forcément, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une identification moléculaire pour savoir ça correspond au génome de quelle bactérie finalement. Deuxième cas de figure, on va faire un prélèvement. On va avoir un prélèvement et par exemple ce sera une bactérie qui ne pourra pas être cultivée. Elle est non cultivable. Donc forcément on va faire une identification moléculaire parce qu'on ne pourra pas faire le séquençage, le Malditoff. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme circonstance? Une culture négative, c'est-à-dire qu'on a fait une antibiothérapie, mais on veut s'assurer qu'il y a vraiment plus de bactéries présentes. Donc là, on va pouvoir utiliser une identification moléculaire. Et enfin, quand on a un prélèvement stérile, monobactérien et sans microbiote, on peut faire ça. Pourquoi sans microbiote? Parce que si on avait des bactéries, en fait, on retrouverait les amorces, en fait, se retrouveraient être compatibles avec toutes les bactéries présentes. Ça, c'est pas possible, c'est problématique. Parce que je rappelle que les amorces sont universelles. Ensuite, plasticité du génome. Ça, on en a un peu parlé en introduction. Ce qu'il faut savoir, qu'on va avoir des mutations aléatoires qui ne vont pas être corrigées. On n'a pas c'est pas comme chez nous où les mutations peuvent être corrigées. Non, là, c'est pas corrigé. C'est fait exprès. Genre, on veut qu'il y ait des mutations pour qu'on puisse s'adapter, par exemple, notamment aux antibiotiques. C'est pour ça qu'on retrouve des gènes de résistance. En fait, c'est une pression de sélection. Il faut savoir que 1 sur 10 puissance 6, 10 puissance 7 nucléotides va en fait être muté, tout simplement. Alors, on va avoir une acquisition de nouveaux matériels génétiques. Donc on va récupérer de l'ADN externe de plusieurs manières différentes. On va en voir 3 qu'on va détailler une par une, de manière assez simple, vous allez voir, c'est pas compliqué. La transformation, la transduction et la conjugaison. Et tout ça va se faire notamment grâce aux plasmides. On en avait parlé, c'est de l'ADN extra-chromosomique, qui c'est en forme circulaire, qui est assez petit, mais qui possède une grande diversité. Donc la transformation. Alors si vous avez fait SP terminal, vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas déjà vu ça. SP SVT, pardon, terminal. Pas SP terminal, non. C'est l'expérience de Griffith, je sais pas comment on dit, 1928, bon ça on s'en fout un peu, mais ce qui est important c'est qu'il a fait des expériences sur des streptocoques pneumoniae avec 2 souches différentes. Une souche virulente qui tuait la petite souris, qui est une souche lisse, qui est dite lisse, voilà, et une souche qui était non virulente, qui ne tuait pas la souris et qui est dite rugueuse. Ce qui fait qu'il injecte la souche non virulente à la bactérie,
à la souris, la souris vit. Ensuite, il injecte la souche virulente à la petite souris meurt. Quand il injecte la souche virulente mais morte, c'est-à-dire que les bactéries sont mortes, à la souris, elle vit. Mais quand il injecte notre souche virulente morte avec notre souche non virulente, la souris meurt. Donc on comprend très facilement qu'il y a eu des échanges de gènes. En fait, la souche non virulente a récupéré des gènes de virulence en fait de notre souche lisse qui a permis de tuer finalement la souris. Ça c'était pour la transformation. Transduction. Alors la transduction, elle va se faire via un bactériophage. C'est le petit truc un peu moche là que vous voyez qui fait un peu peur. Ben ça, c'est un bactériophage, c'est-à-dire c'est un virus tout simplement qui infecte des bactéries. Donc ça c'est notre copain, genre on l'aime bien lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire notre petit bactériophage ? Il va injecter son ADN dans la bactérie, mais il peut réaliser 2 types de cycles. Premier cycle, assez cool, il détruit la bactérie elle meurt, le bactériophage se fait des petits clones, il récupère l'ADN de la bactérie. Ça, c'est sympa, on aime bien. Ensuite, on a le cycle lysogénique. Celui-là, il nous embête un peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce bactériophage va intégrer le chromosome de la bactérie et va rester dormant. Il va juste faire sa petite sieste. Mais ça va créer un problème, c'est qu'en fait, le bactériophage vient avec l'ADN de la précédente bactérie qu'il a tuée et l'apporte à la bactérie qui vient d'intégrer, qui, elle, continue sa vie, en fait. Donc, on va avoir un mélange d'ADN qui peut, en fait, contenir des gènes de résistance. Donc, ça va être un peu problématique. Et enfin, la conjugaison. Donc, ça, c'est facile à comprendre. Hein. C'est entre une bactérie mâle et une bactérie femelle. Et on va avoir un lien à travers un pilus sexuel. C'est ce que vous voyez là. On va avoir des échanges de fragments d'ADN, soit d'origine chromosomique, soit plasmidique. Et ça paraît logique, le transfert dépend du temps de contact. Hein. Ça va de soi. Ensuite, classification des bactéries. Je vous jure qu'on arrive presque à la fin. Courage, tenez bon, ça va aller. Donc, classification des bactéries. On va voir les espèces. Donc ça, c'est l'unité fondamentale. Ça paraît logique. On va voir les souches. Ça, c'est des sous-divisions d'une même espèce. Et encore en dessous de ça, on va avoir des clones. C'est des populations individuelles descendants d'une même souche, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait une manière de reconnaître si 2 bactéries étaient de la même espèce et on respectait 2 critères. Est-ce que ces bactéries respectaient les critères phénotypiques ? Donc là, on parle de l'apparence, est-ce qu'il y aurait intrinsèque, par exemple la forme, etc. Et est-ce qu'elle avait le critère génotypique ? Donc là, on vient faire une hybridation ADN-ADN. On regarde s'il y a une correspondance de plus ou 70%. Voilà. Bon, ça, c'était un peu ce qu'on faisait avant. Maintenant, on a un peu changé et on utilise plutôt la comparaison de séquences génomiques complètes. Donc là, on va faire une comparaison d'identité qui doit être supérieure ou égale à 95% pour que deux bactéries soient de la même espèce. Cela, petite parenthèse, est rendu possible grâce à l'ARN ribosomal 16S dont on parlait tout à l'heure, tout simplement grâce aux amorces universelles des séquences conservées qui nous permettent donc de réaliser un séquençage. Donc maintenant, avec cette comparaison de séquences génomiques complètes, on parle d'une classification phylogénétique. Phylogénétique, on l'avait dit, c'est l'étude des liens de parenté. Donc vite fait la nomenclature, et je vous assure, après on est bien, on a fini. Déjà, la nomenclature, elle est universelle, logique, il faut pouvoir s'entendre entre scientifiques, et hiérarchique, comme vous pouvez le voir sur cette petite photo, ce petit schéma. Donc, comme vous allez écrire, notamment j'ai pris l'exemple de Staphylococcus aureus, le nom de genre en vert, toujours une majuscule. Le nom d'espèce, tout est en minuscule. Voilà, vous prenez pas la tête. De toute façon, honnêtement, je pense pas que vous aurez une question là-dessus, mais c'est bon de le savoir. Et voilà, c'est fini. Petite dédicace à une de vos tutrices de biostatistique, Lauriane, avec qui je suis partie au ski. Je vous souhaite plein de courage pour ce cours et pour les suivants.
Vous avez tenu déjà un semestre, c'est déjà énorme. Donc continuez, peu importe vos notes, vos classements, votre motivation, il faut continuer à fond. Donc voilà, je vous souhaite plein de courage et plein de bisous.